Et toi, à quoi tu joues ? Cette question, c'est le slogan d'une série de pubs diffusée en 2004 pour World of Warcraft, le MMORPG à succès de Blizzard Entertainment. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase balancée par Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Mr. T, Ozzy Osbourne ou encore Alexandre Astier. Face caméra, ils décrivaient leurs personnages et s'ensuivaient alors des scènes du jeu dans lesquelles on les voyait évoluer. Pour la plupart, la ressemblance physique était frappante. Ces personnalités étaient littéralement dans le jeu. À suivre leur exemple, on serait vraiment tenté de croire qu'un bon personnage est nécessairement un personnage qui nous ressemble. C'est vrai au fond, c'est bien plus facile d'incarner quelque chose qu'on connaît. Pourtant, le jeu de rôle promet des possibilités infinies. Pour le dire simplement, on peut être qui l'on veut et pas seulement qui on est. On met toujours un peu de nous dans nos personnages. On transmet des traits qui nous sont propres, c'est inévitable. Ça n'empêche pas d'explorer d'autres personnalités, des êtres et des horizons à des années-lumière de ce qu'on connaît. Notre personnage n'est pas notre double dans le jeu, mais bien tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut être. Pour nous, la vraie question c'est plutôt « Et toi, qu'est-ce que tu joues ?» Incarner un personnage, c'est un processus qui évolue à chaque instant. Depuis l'idée jusqu'au jeu, il est façonné en permanence par nos humeurs, par les événements de l'histoire, par son rapport aux autres. Ce n'est pas une entité figée, mais bien un être changeant dont la vie va se transformer avec le temps. Qu'il soit héros ou anti-héros, overcheaté ou tout moisi, sans passé ou empreint d'une histoire torturée, mention vengeance sanglante, débile profond ou dramaturge au verbe raffiné, mi-figue mi-raisin, un petit dessert pour finir. Comment faire pour qu'il soit réussi ? Je suis Mathias, je suis un voleur, un beau parleur du dimanche. Je vole aux riches pour donner à moi-même, et je considère qu'il n'y a pas de mauvais boulot, il n'y a que des opportunités. Je suis Grim et je suis un paladin. J'abats le marteau de la justice sur la table d'échecs critiques pour y faire régner l'ordre et la paix. Et la lumière, évidemment. Moi je suis PL, et je pose mes totems pour apaiser mes comparses quand l'ambiance devient électrique. Certains l'auront compris, je suis un chaman. Amoureux de la nature et de ce qu'elle nous offre. De la bouffe et de l'alcool ! D'ailleurs, vous avez renversé de la bière sur vos fiches de perso ? Ne vous en faites pas. Vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur le personnage joueur. Dis-moi ce que tu joues, je te dirai qui tu es. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant, est-ce que PL, tu peux nous faire le Shitipédia du jour ? Ah, le Shitipédia, notre fameuse encyclopédie qui sème davantage la confusion qu'elle n'éclaire les esprits. Je vais tenter de rendre ça moins douloureux pour cet épisode parce que bon, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok ? Alors entre la référence à Patrick Sébastien et ça, je sais pas à quel stade on en est là, mais on plonge. Ouais, les années 2000, les années 2000. Écoute, c'est de la pop culture d'une manière ou d'une autre. Donc, le BG, non, ce ne sont pas les initiales de beau gosse, bien que la personne qui va en parler aujourd'hui en est un. Oh bah voyons. BG, ça veut bien dire background. Ce sont les antécédents du multirécidiviste, le passé sombre d'une ville touchée par les ravages du temps, le traumatisme d'enfance à l'origine de ta phobie des choux de Bruxelles. Bref, c'est ce qui constitue l'histoire d'un lieu ou d'un personnage et qui en a forgé les moindres aspects. Je sais pas ce qu'il faut pour avoir un traumatisme lié aux choux de Bruxelles, mais ça doit pas être facile. Je vous raconterai un jour mon histoire. Toi aussi t'es allé à la cantine ? Non, je suis allé à Bruxelles. Le PJ, personnage joueur, c'est l'avatar qu'on choisit d'incarner au sein du jeu. Souvent un personnage qu'on imagine supérieur en tout point au commun des mortels, jusqu'à ce qu'il meure de la plus nulle des manières. Vous voulez savoir comment ? Demandez au MJ. Le maître du jeu, oui, qui jubile de la réussite critique du poulet qui vient de trancher la carotide de votre perso, parce qu'il n'aimait pas votre idée de pari clandestin sur des combats de coq. Il a raison. C'est lui le chef, il a droit de vie ou de mort sur quiconque pénètre son scénario. Mais il a surtout le devoir d'accompagner les joueurs tout au long de leurs aventures. C'est la voix off un peu relou qui sait tout mieux que tout le monde et qui décrit chaque détail de chaque élément, de chaque lieu, de chaque univers. Oh, et puis ta gueule. C'est pas à nous de le dire plutôt ça. Ah si, pardon. Il prend de l'avance maintenant. Ouais, c'est vachement bien. RP ou IRP, roleplay ou in-roleplay, c'est tout ce qui est dit ou fait dans le cadre du jeu par le biais de l'avatar qu'on incarne. En opposition au HRP, qui est hors roleplay donc, qui concerne ce qui est dit ou fait en tant que joueur autour de la table. Donc in roleplay, on tente sans trop hésiter de dézinguer Ungoliant, l'arachne géante de l'univers de Tolkien, alors qu'HRP, on se fait un peu caca dessus quand on voit une petite bébé grimper par inadvertance sur notre fiche perso. Surtout quand on n'a pas de tongs à proximité, c'est vraiment l'enfer. Ouais, ça devient vite compliqué, quoi. Oui, sans la claquette chaussette, c'est compliqué. Et enfin, je terminerai ce Shitipédia par la définition du générique fantasy, qui est un genre littéraire inventé par Mathias. Ça Ah, génial. Pour qualifier des univers de fantasy non référencés, plats et lisses, et dénués de toute originalité. Eh bien, merci pour cette encyclopédie.
J'adore cette traduction. Je t'en prie. Et donc on va commencer cet épisode déjà par un petit disclaimer, car il y aura pas mal de similitudes par rapport à des sujets abordés dans l'épisode 0, mais ici on va quand même aller un peu plus loin dans les réflexions, enfin beaucoup plus loin dans les réflexions. Seulement un peu, ce serait triste quand même. Donc on va aller beaucoup plus loin dans les réflexions. Et puis bon, on était bourrés aussi, on se souvient pas bien. Je préfère ne pas y repenser. Exactement. Parce que l'après, Tu avais dit combien de bières la dernière fois ? au moins 4. Ah moins ouais, quatre. minimum. Bon alors aujourd'hui on va commencer par écouter le BG qui parle du background, dont c'est le plus grand des dadas. Je nomme bien sûr Pierre-Luc. Non, attendez. Ah non, j'ai sauté une ligne. Non, pardon. C'est Mathias en C'est opposition pas pour à moi. Pierre-Luc. T'es amoureux, toi? Jamais. Bon bah oui, alors le background, alors bon, on en avait déjà un peu parlé, je sais très bien que je me fais pas que des amis en parlant de ça, il y a beaucoup d'avis différents et je vais faire pour ma part un petit disclaimer dans le disclaimer. On est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas qu'une réponse à cette question sur le fait d'écrire un bon personnage ou de jouer un bon personnage. Encore une fois, ça dépend de chacun, du jeu, du groupe, des envies. On parle davantage, nous, de persos établis, des persos qui sont souvent amenés à durer dans des campagnes longues. En tout cas, c'est notre expérience parce qu'on a joué pas mal de campagnes qui suivaient ce modèle-là. Voilà. Donc le background, ça y est, c'est le début, c'est le grand frisson. Ça va commencer et les idées se bousculent dans nos têtes. Alors qu'est-ce qu'on veut jouer? Un jongleur, un chevalier jongleur? On ne sait pas encore, c'est pas encore très clair. Le duo impensable quand même. Oui, c'est vrai que là ça devient compliqué à gérer. Voilà, mais tout ça pour dire qu'on hésite, et le but, ça va être de coucher un petit peu ses idées, parce que le jour J, on pense à des choses, le lendemain à d'autres choses, et donc il va falloir s'organiser, parce qu'on va vraiment pas pouvoir tout faire. Donc, moi, ma méthode, et c'est celle qu'on essaie de partager les uns avec les autres, Grim, PL, moi et d'autres avec qui on joue, c'est de coucher nos idées sur le papier ou sur un Word. Attends, on joue pas que tous les trois en On fait. joue pas que... Et je croyais que les autres étaient dans ma tête. Pas tout d'un coup, mais non, ils existent bel et bien. Ce n'est pas un cercle fermé chaque critique finalement. Non, non, il est méga ouvert. Nous sommes ouverts. Voilà, c'est ça. Du lundi au vendredi. C'est ça. De 8h à 17h. Bon, Donc ta méthode. ma méthode, mettre les idées sur le papier, écrire. Alors, je sais que ça file des boutons à pas mal d'entre vous, mais vous en faites pas, c'est pas si dur que ça. Pourquoi faire ça? Parce que bon, on s'organise et ce background, en fait, ça va vraiment être, j'en parlais déjà un peu dans l'épisode 0, ça va vraiment être la base. Ça va vraiment permettre à votre personnage de s'appuyer sur une histoire qui préexiste. Et ça va vraiment être une aide pour l'interprétation pour plus tard. Ça évite d'être désemparé. Je vais poursuivre en disant que attention aux gros pièges. Parce qu'au moment où on réfléchit à son personnage, ça rime en général avec la création du perso, là, où le moment où on ouvre le bouquin de règles, on va chercher les talents, les compétences un peu partout dans le bouquin, et on va tirer nos stats. Super. Ah bah attention. T'as l'air ravi. Ah non, mais ça on m'énerve. adore tirer des Ah ouais, stats. ouais, c'est ça. Alors c'est un méga piège, enfin ça dépend des jeux, il y a plein de cas de figure, mais dans le cas des stats aléatoires, méga piège, attention à vous, c'est pas parce qu'on a, par exemple, je sais pas, tiré un score d'intelligence tout pourri que notre perso est forcément con comme un tronc, c'est pas vrai. Si dans votre background, c'est quelqu'un, somme toute, assez finot ou peu importe, enfin dans la moyenne, c'est pas parce que vous tirez 24 d'intelligence ou 7 d'intelligence qu'il faut vous dire « Ah !» Bon bah j'arrête tout alors. Non, faut interpréter, faut être un petit peu plus subtil que ça. L'intelligence, c'est pas forcément les capacités cognitives. Un score faible d'intelligence, ça peut par exemple être un personnage un peu naïf, qui exerce peu son esprit critique. Ça peut être, je sais pas, une idée, Pierre-Luc? Un mec qui parle beaucoup de pizza, je crois que. Par exemple, Voilà. c'est pas pour ça qu'il Quelqu'un est naïf, stupide, quoi. il est légèrement obsédé. Non mais c'est ça, tu prends de l'avance, maintenant tu t'auto-cibles. C'est ça. Pareil, je sais pas, avec la sociabilité par exemple. Une sociabilité faible, ça fait pas forcément de votre personnage un cassos ou un mage sombre qui aime pas les gens et qui les fuit. Ça peut être quelqu'un d'un peu curieux qui pose plein de questions, quelqu'un d'un peu socialement bizarre. À vous de trouver vraiment les réponses à ces statistiques qui vont pas forcément dans le sens de ce que vous voulez jouer. Partir d'un cliché, d'accord, mais il faut pas se laisser enfermer par des stats. Les stats, elles sont là pour nous permettre de jouer au jeu, hein, c'est mécanique, c'est tout. Sans être quelque chose de trop enfermant, la prochaine étape pour écrire son background, c'est de répondre à une certaine liste de questions. Alors, chacun trouve les siennes, il n'y a pas de loi absolue. Moi, c'est les miennes, et puis globalement, je trouve que ça me réussit bien. Vous aussi, enfin, vous suivez plus ou moins le même modèle. Mais bon, voilà, chacun s'organise comme il veut. Mais si vous êtes un peu paumé, voilà quelques pistes qui, moi, me réussissent en général. Les questions auxquelles il va falloir répondre pour écrire un personnage, pour écrire son background et pour le poser. D'abord, vous pouvez commencer par réfléchir à sa carte d'identité. C'est ce qui permet de se représenter le personnage. Imaginez que vous le voyez à la troisième personne. Vous êtes dans Skyrim, là, vous bidouillez toutes les options, vous vous retrouvez avec un truc méga moche parce que vous avez touché à l'angle de la mâchoire, ce genre de... Et réfléchissez bien parce qu'en fonction de cette carte, vous n'êtes pas accepté partout. Hein, donc gaffe. Hein. Exactement. Le contrôle aux frontières et aux faciès, attention. Voilà.
Gaffe à vous. Non mais voilà, ça va vous aider vraiment à vous représenter votre personnage, c'est très important. La carte d'identité, c'est vraiment imaginer des choses très simples, hein. Sa carrure, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, son attitude, sa posture, le ton, la façon dont il se comporte. C'est vraiment les éléments les plus visibles de votre personnage, les plus manifestes, voilà, ceux qui le représentent le mieux. Généralement, moi, dans ce genre de cas, ce que je fais, c'est que je me visualise très souvent des personnages de BD, en fait. Parce que c'est des personnages qu'on voit sous beaucoup d'angles, finalement, et qui ont tout le temps des postures et tout ça qui sont assez exagérées ou grossies pour justement accentuer le caractère du perso, quoi. Bah exactement, c'est une bonne idée. Et je trouve que pour rendre quelque chose, c'est déjà important de le visualiser soi-même. La question d'après, c'est de répondre à mais d'où est-ce qu'il vient, ce con? Pourquoi il est là? Permettre d'expliquer ces éléments-là, d'où vient le personnage et pourquoi il est là aujourd'hui, ça permet déjà de rentrer dans le cheminement à quoi se destine mon personnage. Ça vous permet aussi de répondre à des questions qui vont naturellement fuser lors de la rencontre avec les autres personnages. Évidemment, ils vont discuter entre eux. Mais si vous savez pas d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, etc., on l'a déjà dit, c'est le bordel. Et là, on n'est pas crédible. Donc cette question, c'est vraiment fondamental. Imitation de Mathias. C'est quoi sa couleur préférée? Oui, peut-être. J'ai peut-être fait ça, je ne m'en souviens pas, je suis navré. Ensuite, on cherchera à savoir, je l'ai un peu dit, ce qu'il fait ici. Parce que c'est vraiment rare qu'on démarre une campagne en mode je passais par là, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Encore que ça peut être un axe d'amorce intéressant, mais là, faut envoyer le paquet pour rendre ça un petit peu cohérent et intelligent, quoi, parce que sinon c'est juste débile. Il faut que ce soit un personnage très particulier. Ouais, je pense. Et arriver avec les feux d'artifice, faut prévoir le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Non, je pense que c'est vraiment important de justifier la présence du personnage. Quand je dis justifier, c'est pas arriver et déclamer « je suis ici » parce que... Non, on s'en fout, c'est pour vous-même, il faut savoir pourquoi votre perso est là. Ensuite, évidence, mais ce que votre perso aime et ce qu'il n'aime pas. Et là, on cherche à dresser un portrait moral. Les choux de Bruxelles, non? Les choux de Bruxelles, la violence, par exemple. Je sais pas moi, la souffrance animale. Couper des spaghettis. Claquer de chaussettes, tout ça. Voilà. Bon, tout ça, ça va vraiment aider à dresser un portrait moral. Ça va permettre d'avoir une espèce de guide et de commencer à tisser la ligne de conduite de votre personnage. Il va falloir, à un moment donné dans l'histoire, dans les campagnes, au fur et à mesure que le scénario se développe, réussir à positionner votre personnage dans des dilemmes moraux, parce qu'à tous les coups, ça va arriver. Est-ce qu'on vole la bourse du marchand innocent ou est-ce qu'on la lui laisse? Est-ce qu'on tue le méchant qui est en train de se rendre compte qu'il a fait des erreurs et qui est en train de vous supplier en se mouchant dans votre robe? Ou est-ce qu'on le laisse s'en aller? Est-ce qu'il faut partager son pain ou est-ce qu'on se garde un petit crouton, t'as vu, dans la poche pour les jours difficiles? Ça, c'est des questions auxquelles il faut... évidemment, je donne des exemples à la con, ça on improvise, mais il faut quand même s'être posé ce genre de questions. Moralement, à quoi est affilié votre personnage? Oui, d'ailleurs, si tu te poses cette question en te disant que le MJ va parler d'un moment où tu auras besoin de croutons, c'est un peu... c'est de la prescience, quoi, et Oui. très étrange, d'ailleurs. Oui, ça c'est clair. Là, il y a triche, là. C'est ça, on fait un RP soupe. Est-ce que vous avez vos croutons? Et enfin, la dernière des questions à se poser, c'est peut-être la plus importante, la plus fondamentale, c'est le rapport faiblesse-désir. En fait, un perso, quand on le crée, c'est une espèce d'enveloppe un peu vide qu'on va remplir au fur et à mesure, on va dresser son squelette. Et la première des choses à penser, c'est peut-être même celle-là. Pour faire très simple, votre personnage a des désirs, il faut qu'il en ait, parce que sinon ça va être vite chiant, pour vous et pour les autres. Et ces désirs, ils doivent être vraiment à l'opposé de ses forces et de ses capacités actuelles. Ça veut dire que votre personnage, pour assouvir ses désirs, accomplir ses objectifs, en d'autres termes, il va devoir dépasser ses faiblesses. Et ça, c'est l'histoire, c'est votre attitude qui va vous permettre de trouver ces ressources-là qui vous manquent. Donc il va falloir pallier ses faiblesses initiales pour atteindre ses objectifs. Et ça, c'est vraiment un exercice tout simple à faire et qui vraiment donne tout de suite une épaisseur à votre personnage et ça va être un guide en permanence, quoi. Voilà, exercice tout simple, juste une vingtaine de pages d'écriture et c'est bon. Mais non, en dessous de 30-40, franchement, c'est du foutage de gueule. Non, ça c'est la version romancée, mais en fait, la question un peu simplifiée, on va dire, c'est qu'est-ce que mon personnage veut obtenir qu'il est en incapacité d'obtenir. C'est exactement ça. Pour prendre un exemple à la con, un jeune écuyer qui est brimé par ses pairs, et il n'est pas particulièrement doué, et il veut devenir pourtant l'un des plus grands chevaliers de la cour. Bon là, on est bien d'accord, il part pas gagnant le bonhomme. Et pourtant, c'est une histoire qui est tout à fait classique, un peu cliché, qui peut exister et qui est pas inintéressante à réaliser, je pense. Une bonne histoire de générique fantasy. Exactement. Pour la suite, ça c'est quand vous avez posé votre background, vous vous êtes posé des questions et vous commencez à remplir, quoi. Derrière, il y a la question du choix de la classe. Normalement, si vous avez d'abord écrit votre background et que vous en êtes arrivé là,
ou bien vous avez une petite idée des classes dont vous avez fait en fonction, ou bien vous n'avez aucune idée, mais là vous avez aucune excuse, quoi. Vous pouvez pas prendre une classe qui vous plaît sur le papier et dire bon bah je suis un voleur, je fais des trucs de voleur. Bon là non mais là c'est trop tard dans la gueule. On n'a pas réfléchi à tout ça avant pour se contenter d'être un rôle, quoi. Putain, c'est violent quand même. Non mais attends, ça va. Et encore, dans certains milieux, c'est 3 coups de surin, donc fais gaffe. Non mais voilà, on a des choix de classes qui selon les jeux peuvent être multiples ou réduits. Ces classes sont des rôles, ce sont des indications, et puis il y a des notions de jeu, des capacités, des compétences, des objets, ça vous regarde, mais c'est trop dommage d'avoir réfléchi à tout ça auparavant, au passé d'un personnage, pour finalement se résumer juste à une classe, être je choisis mes canaux, alors je vais passer mon temps à parler de machines, de cambouis et de serrer des boulons. Après, il y a aussi des cas de création de persos aléatoires. Bon bah là c'est vraiment des cas différents, ça répond un peu à ça et à la limite ça inverse l'exercice, il vaut mieux attendre de tirer son perso au pif et faire son background après. En général on est moins dans un exercice difficile où il va falloir tout accommoder par rapport à ce qu'on a écrit. Dans ces exercices là, beaucoup de choses sont listées vraiment aléatoirement, ça va des traits, des compétences, même du passé, il y a des lignes de passé, de lignes de conduite, etc. Là faut le prendre un peu comme un script. Comme si on était un acteur ou un comédien et que on nous livrait un personnage et il faut trouver comment en tirer quelque chose qui nous plaise et qui soit efficace. Ça fait travailler l'impro pour le coup. On avait fait d'ailleurs un exercice comme ça sur Monster of the Week super intéressant. Au départ, on avait un tout petit peu réfléchi au perso, mais vraiment très peu. Et donc, on jouait la suite et là, il a fallu se trouver des liens entre nos personnages, élaborer un background et des personnages sur le moment. Donc, c'était vraiment super intéressant. Ouais, c'était assez cool. Du coup, en plus, on a fait ça dans un cadre particulier parce qu'on est partis en week-end tous ensemble. On avait du coup toute la nuit pour réfléchir et en retraite JDR. Ouais, exactement. Et toute la soirée et tout le lendemain matin, justement, pour qu'il y ait des discussions, pour dire, vas-y, comment mon perso va être lié au tien après cette espèce d'ellipse en fait qu'il y a eu dans l'histoire de 15 ou 20 ans. Enfin, c'est ça. Donc, on se retrouvait finalement avec des persos préexistants et il fallait tout d'un coup élaborer quelque chose, un background, une histoire qui se tenait par rapport à ça, à ce passé-là. Ensuite, tout ça, il faut bien comprendre que c'est une étape préparatoire. Tout ça se passe avant le jeu. C'est concomitant avec la création du personnage et c'est avant tout un guide. C'est très important de le prendre comme ça. Ça va vraiment vous aider dans l'interprétation. Je pense vraiment que c'est une base solide. On n'est pas, encore une fois, je le répète, mais on n'est pas obligé d'écrire 50 pages. Un petit listing peut suffire. Mais tout ça fait qu'en s'impliquant, on développe des attentes qui sont même fortes parce qu'on s'est un peu emmerdé, quand même, faut le dire, à écrire une histoire, à inventer des choses. Notre perso, c'est quand même pas n'importe qui, on y tient. Sauf que quand il arrive devant les autres, il a tout à prouver quelque part. Il est n'importe qui au sens où on n'arrive pas en dégueulant son background sur les bottes de nos compagnons. Donc c'est un. Sinon, on part plus. Là, vu tout le poids qu'il y a. Ah non, c'est sûr. Non, mais voilà, c'est important de se rendre compte que les attentes qu'on a, elles vont être à l'épreuve du jeu. C'est-à-dire que quand on va commencer à jouer, les choses vont être différentes. C'est un guide, c'est pas une loi immuable, on le répète. Nos personnages, ils doivent vraiment être organiques, ils vont être influencés par tout un tas de choses qui se passent, dans l'histoire notamment. Ce qui compte vraiment, perdez pas ça de vue, c'est vraiment la transformation de votre personnage. C'est ce que vous avez écrit au départ, ce qu'il va devenir ensuite. La façon dont il réalise ses objectifs, en vraiment surmontant ses faiblesses, et comment il parvient ou il échoue. C'est très intéressant d'échouer aussi, qu'un personnage échoue dans sa quête. Et ça, en fait, c'est comme un papillon qui évolue, sauf qu'il peut finir par redevenir une larve. Waouh, macabre. On est tous soufflés. Ouais. C'est le rétro-papillon. C'est ça. Non, enfin voilà, on a tous plein d'idées préconçues quand on commence, et voilà, n'oubliez pas que c'est un exercice vivant, et Pierre-Luc nous détaillera tout ça un peu plus tard. Exactement, il le fera brillamment. Suite à l'écriture de background, suite au BG des BG, eh bien qu'est-ce qui se passe ? On va commencer à rentrer dans le jeu, on va commencer notre partie et on va interpréter notre personnage. Donc j'avais déjà défini ça dans l'épisode 0, l'interprétation, c'est vraiment le fait d'incarner notre personnage, de parler comme lui. Donc il y a toujours ces deux variantes d'interprétation qui sont listées dans Donjons et Dragons V5. L'interprétation à la troisième personne, où on va dire mon personnage fait ça, il rentre dans une taverne, il demande au tavernier une bière, ou alors l'interprétation à la première personne, celle que nous on pratique, qui est je rentre dans la taverne, je vais au comptoir, je demande au tavernier une bière s'il vous plaît, et vraiment d'être plus dans la performance en fait, d'incarner le personnage, de parler comme lui, d'essayer de lui trouver justement une façon de parler, une façon de se tenir. Parce que il y a un point que je n'avais pas abordé dans l'épisode 0 et que je tiens à aborder, c'est la description. Le fait que l'interprétation, ça ne passe pas que par le dialogue et par la parole, ça passe aussi par décrire des actions, des actes physiques, décrire des tics naturels, des tics, bon ça peut être des tics de langage aussi. Je me souviens d'un joueur que j'avais côtoyé qui jouait un voleur, enfin je crois, parce que finalement en fait j'ai fait 2 sessions avec lui, mais il a jamais voulu nous dire qui il était réellement. À chaque fois qu'on lui demandait son métier, il était un coup maître d'armes, un coup prêtre, un coup donc je crois qu'il était voleur pour mentir autant. Et en fait il prononçait tout le temps le mot placide.
même si on a l'impression que son personnage ne savait pas vraiment ce que ça voulait dire. En tout cas, il le disait tout le temps. Et ça donnait de la consistance au perso, parce que ça voulait dire qu'il avait quand même ce mot qu'il aimait bien, voilà, et donc oui, il le sortait à toutes les sauces, pour essayer de se donner un air intelligent, même si c'était pas forcément le cas. Mais t'arrivais quand même à interagir avec lui ou parce que si tu lui demandes comment ça va, je suis Placide. Bon. Je crois que tu t'appelais Michael, je comprends plus. Il y a des moments, c'est un petit peu compliqué, mais non, ça se passait bien, parce qu'après, c'est un personnage qui avait un appât du gain et quand même des intérêts à servir, donc il faisait avancer l'histoire avec nous, mais de temps en temps, et surtout quand il parlait à des PNJ, il était beaucoup dans le mensonge. Moi, ce qui me frappe dans l'exemple, c'est que, au-delà évidemment, de l'aspect comique du perso qui a un tic de langage avec un mot dont il connaît pas la signification et qui répète, c'est que tout de suite, ça donne malgré tout, même si c'est simpliste, un relief à l'interprétation directe, quoi. Comme quoi, il faut quand même pas grand-chose, assez peu d'artifice pour rendre le truc... ah bah tiens, c'est marrant, mais c'est étonnant. On peut aussi se demander s'il n'y a pas un fond un peu plus... pourquoi il répète ça tout le temps, pourquoi quoi. Oui, bah oui. Il y a peut-être... ça soulève pas mal de questions et tout de suite, c'est... Connaissant le joueur, je pense qu'il y avait pensé. Ou alors ça se trouve, il est allé sur Twitter, il a cherché un défi à la con, quel est Placide dans toutes ses phrases, et hop, ça y est, c'est comme ça que sera mon personnage. Ouais, mais même si c'est de la genèse de la performance, pourquoi pas, Ouais. hein, c'est pas... Non, mais ce qui était génial, c'est que le personnage, dans sa façon de le dire, on sentait qu'il se sentait intelligent quand il prononçait ce mot. Ouais, donc en plus, ça sert vraiment l'interprétation, Ouais. c'est pas juste une connerie Non, dite c'était pour balancer. pour vraiment bien. Mais après, on peut aussi du coup donner des tics de gestuels. Et ça rend l'interprétation beaucoup plus vivante, en tout cas d'avoir un personnage qui bouge, puisque on va parler du cas Aragorn, le fameux, celui que tout le monde veut être finalement. Alors c'est marrant parce que tout le monde veut être, mais tout le monde déteste aussi. Enfin en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Il est cool, mais en même temps il est super relou, quoi. Bah ouais, parce qu'il est trop cool en fait. Plusieurs fois j'ai entendu ce truc du joueur qui me dit je veux jouer telle classe et moi je suis plutôt le genre de type qui va dans la taverne et qui met sa capuche sur sa tête et qui se met au fond près de la cheminée à fumer la pipe et à regarder les gens en les jugeant. Bon, voilà, ça c'est moi après 3 ou 4 pintes quand j'arrive plus vraiment à lever les yeux parce qu'il y a tout qui tourne et que j'ai l'impression de regarder les gens très mal. Mais, tu veux qu'on en parle, Game ? Un autre jour. Je m'inquiète pour toi. Hein. Mais non, ça se passe bien. Déjà que tu aies chez toi un capuchon en toile, c'est assez étrange. Ah non, j'ai pas de capuche quand je fais ça, par contre, j'ai juste ma casquette. Mais voilà, il y avait un peu cette idée-là de moi je suis toujours dans un coin sombre à juger les gens. Finalement, c'est un peu cet archétype de personnage taciturne, le perso qui parle pas beaucoup. Et qui est mystérieux, tout ça. Bon voilà, dans l'idée c'est cool. Maintenant, quand on le joue, ça fait qu'on a une espèce de monolithe qui ouvre jamais sa gueule. Ou alors, il ouvre trop sa gueule et du coup c'est plus raccord avec le background. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. On dirait pas comme ça, mais j'ai rencontré pas mal de joueurs qui empruntaient ce genre de caractère justement pour s'éviter de trop parler. Parce qu'ils avaient peur de se confronter à l'exercice un peu de discussion et d'impro. Mais en fait, c'est un méga piège parce que c'est un des trucs les plus durs à faire, je pense, le perso taciturne. Moi, je suis plutôt d'accord. Je crois que ça doit être hyper dur d'incarner et d'essayer d'imiter un monolithe, quoi. Ça doit être super compliqué. Tout le monde n'en est pas capable. Ah non, moi, j'ai regardé 2000 ans l'Odyssée de l'espace plein de fois, mais le monolithe, j'arrive toujours pas à le refaire. Ouais, on ressemble plus au singe qu'au monolithe, je crois. Exactement. Non, mais c'est vraiment difficile, vraiment. Oui, faire un perso sombre et qui parle pas beaucoup. Mais qui ait quand même une présence et une consistance. Ouais. C'est ça. C'est vraiment très dur. Et pour l'instant, jusque-là, j'en ai côtoyé vraiment un. Du coup, dans une campagne. Un monolithe ou... Non, un joueur qui arrivait à incarner un personnage taciturne, du coup. Mais bien, donc c'était dans une campagne que tu masterisais, Mathias. Donc et il jouait un. Alors le personnage n'était pas sombre puisque c'était un héros comme c'était le grand gentil, mais qui parlait très très peu. Mais par contre, il s'exprimait tout le temps. Enfin, le joueur s'exprimait tout le temps pour décrire des gestes, des regards, des mouvements, je me mets dans telle position, je le regarde avec insistance, mais avec tel type de regard. Et tout de suite, le perso, il était là, il était présent. Il était avec nous et c'était assez génial en fait de voir ça. Ouais. C'était un perso vraiment très laconique, peu de phrases, il parlait que quand c'était utile. Alors ça c'est un exercice aussi, justement, pas céder à la tentation de mais non mais faut faire ça, que quand c'était utile et vraiment tout en description, tout en geste, en posant un peu. Et c'est vrai que il y a une aura qui se dégage de ça. C'est vraiment impressionnant. Puis surtout que décrire la gestuelle, ça reste important, puisque en fonction du cadre, ça peut montrer un peu plus, exprimer ce que notre perso est en train de ressentir.
Voilà, de dire qu'il se retrouve face au Seigneur des Ténèbres qu'il va enfin affronter. Voilà, juste dire j'ai mes armes dégainées, les mains serrées au point que Les articulations blanchissent. que les articulations blanchissent. Voilà, la description la plus bateau de l'univers. Mais voilà, il y a ce truc-là, ou alors je tremble, je me suis à moitié en train de me chier dessus, mais bon, j'essaye de faire face, j'ai quand même le regard droit, j'essaye de le regarder dans les yeux, même si l'abîme de son regard est en train de m'avaler. Enfin voilà, ça permet de déterminer une posture et un comportement. Ouais. Ou alors c'est le moment de faire genre ah j'ai une poussière dans l'œil. Exactement, mais même le fait de faire ça, de se frotter les yeux, mais en essayant de garder un air un peu digne, ou alors de baisser les yeux, de serrer les mâchoires, enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui ont de l'impact en tout cas sur l'interprétation du personnage et sur la vision que les autres joueurs peuvent en avoir. Alors, juste un tout petit truc très court, c'est pas une raison pour, à la moindre passe d'armes en combat, faire des descrits d'une demi-heure. Hein, parce Non. qu'après, là, ça tue. Hein. Attention. Là, c'est l'inverse. Déjà que les passes d'armes, généralement, enfin, ça dépend des jeux et des joueurs et des façons d'interpréter, hein, toujours. Nous, c'est notre façon de faire, mais on a plutôt tendance à essayer de les faire assez rapidement quand même, parce que bon, le nombre de jeux de rôle que j'ai vu, ça, c'est une petite parenthèse qui est plus liée aux règles, mais qui te disent notre système inclut un système de combat cinématique. C'est bon, faut arrêter de faire les malins, les mecs. Hein, on est en train de jeter des dés quand même. Mais voilà, c'est pour ça que généralement, au bout de 3-4 rounds, une session de combat, ça peut devenir un peu redondant et un peu pesant, donc faut essayer d'aller vite. Et si on commence à faire des descriptions à rallonge à chaque mouvement, ça va pas aller. Ouais, non, on n'est pas sorti là. Je bouge mon bras à 26 degrés. Oh là là. D'ailleurs, en parlant de combat et de règles, j'en arrive aux caractéristiques aussi, au fait que une caractéristique ne définit pas le personnage, c'est ce que tu disais Mathias, justement, ne définissent pas son background, mais ne définissent pas non plus son interprétation. C'est-à-dire que nous, on a eu, ça fait pas mal d'années qu'on a eu cette discussion, on s'est toujours dit que, alors c'est notre façon de voir les choses toujours, que les caractéristiques induisent une réaction à un instant T. En fait, notre personnage qui a des caractéristiques d'intelligence faibles, c'est pas forcément qu'il est stupide, mais ça peut être juste que quand il doit faire usage de son intelligence de manière un peu poussée, puisque ça nécessite un jet de dés, par rapport à du stress ou à tout un tas de raisons plus ou moins plausibles, une malédiction, que sais-je, il peut se retrouver un peu désemparé, et donc oui, ses caractéristiques sont faibles parce que dans ces moments-là, il n'arrive pas à user de son intellect autant qu'il le souhaiterait. Ça me fait penser un peu à Twix dans South Park. Trop de pression. Exactement. Mais c'est ça. En fait, c'est important de réussir à interpréter ça. C'est un peu plus compliqué pour les caractéristiques d'ordre purement physique. Oui, c'est ça. C'est toujours un peu plus difficile par rapport à la force d'un personnage. Est-ce qu'il peut vraiment être tout maigre? Bon, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, nous, on a un peu, ça se fait. Mais après, voilà, on a cette vision, en tout cas, des choses. Et il y a un autre point sur lequel je voulais revenir, c'est quand tu parlais de la création de perso, c'est la ligne de conduite. Donc cette morale en fait du personnage, comment il agit, est-ce qu'il va plutôt faire du mal aux gens, faire du bien, etc. Et en fait je voulais juste revenir là-dessus parce qu'il y a, déjà il y a Donjons et Dragons qui a fait le système des alignements, qui a, de ce que j'ai lu et entendu, a été un peu dévié de son origine depuis Donjons et Dragons V4, je crois, ça s'est un peu arrêté à la 3.5, mais en gros à l'origine c'était vraiment un système qui permettait de définir une ligne de conduite, mais c'était assez large pour que ce soit pas juste tu es loyal bon, donc tu dois H24 faire des trucs gentils, et si jamais dans une journée t'as oublié de faire ta BA du jour, ton perso il va se sentir mal et t'auras des malus le lendemain, quoi. Ouais, mais ça c'est un peu exagéré, c'est des trucs que j'ai entendus une ou deux fois que je trouve un petit peu too much quand même. Donc oui, l'autre point où je voulais en venir, c'est par rapport à ça, c'est l'opportunisme HRP, puisque par moment, on va être tenté d'agir, par exemple, voilà, nos alliés sont en train d'affronter le boss de fin, qui est, oh là là, comme par hasard, nous sommes dans son dos, il est en train de déclamer un grand discours, il fait pas du tout attention à nous, vu le bruit qu'il y a autour, de toute façon, on peut arriver en courant avec des bottes en ferraille, il nous entendra pas, est-ce que ce serait pas le moment d'aller lui planter ma dague dans le cou, alors que je joue le plus grand des trouillards et que ça fait déjà 10 sessions que je suis caché derrière son trône? Allez, tente ta chance, elle peut être pour toi, mais c'est si facile, tu vas avoir le bonus de surprise en plus. Ah, la voix du désarroi, quoi. C'est le petit diable sur l'épaule. Alors que justement, c'est ce genre de moment où il faut savoir faire preuve justement de roleplay, de justement ce qu'on appelle le roleplay, le vrai, le pur, le dur, selon nous. Faut garder ça en tête. Hein. Ouais. Mais c'est que justement, il y a un moment où il faut se dire, peut-être que mes alliés sont un petit peu en train de galérer, parce que l'autre il sort son discours et qu'il y a des grosses bestioles qui sont en train de leur mettre sur la gueule, mais nous, si ça fait 10 sessions qu'on est caché derrière le trône en train de claquer des dents, c'est peut-être parce qu'on est incapable de bouger et que finalement on va continuer à claquer des dents derrière le trône. Peut-être c'est la douleur de plus avoir de dents qui fait que t'es vénère après, tu vois.
Genre Ah t'as bah tellement après, claqué, clac. Ah Ouais, ce serait un peu surprenant quand même. Non, il faut rester, faut être cohérent, fidèle en fait à C'est son, ça, à faut, ce qu'on faut, fait. faut réussir à rester cohérent et fidèle à son personnage et à ce qu'on a créé. Et enfin, je vais en arriver à deux cas qui se rejoignent un petit peu. Bon, déjà, il y a le cas des joueurs un peu trop expansifs finalement pendant les sessions. C'est-à-dire qu'ils ont déterminé un background d'un perso peut-être un petit peu taciturne et puis finalement au milieu de la session, ils vont se mettre à beaucoup trop parler et à être un peu trop à fond dans l'histoire. C'est juste, voilà, ça existe, faut faire attention à ça et surtout, faut réussir à vraiment. Quand on sent que ça prend le pas sur les autres joueurs, faut réussir à discuter avec ce joueur justement pour lui dire bon, fais attention, tu parles beaucoup, t'es un peu trop à fond quoi. Même si ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un à fond dans son scénar. Écoute, tu nous emmerdes là. On peut plus jouer, tu fais chier, tu vas jouer tout seul. On t'aime bien, on aime bien jouer avec toi. Enfin, ça c'était jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être un peu violent, mais. Non, c'est délicat, mais ouais. Ouais, c'est toujours des choses. HRP, il faut de toute façon se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord sur l'interprétation. Et par rapport à ça, je voulais mentionner comme exemple une campagne de Star Wars que j'ai fait. Donc voilà, coucou Jimmy, je sais que tu nous écoutes. Donc c'est juste que dans une campagne, il faut se mettre d'accord sur l'interprétation générale. C'est-à-dire que même si on a déterminé des personnages peut-être un peu sombres, un peu méchants, tout ça, et qui ont des backgrounds assez sérieux, au moment de l'interprétation, les joueurs sont pas, enfin tout le monde n'est pas autour d'une table de jeu de rôle pour la même raison. Il y en a qui sont là pour s'éclater avec leurs copains, et il y en a qui sont là pour justement raconter des histoires plus ou moins développées. Et c'est là que ça devient intéressant d'en parler en amont, puisque dans cette campagne de Star Wars, donc masterisée par Jimmy, en fait, je me suis retrouvé un peu dans une situation, et sur le moment, justement, j'ai pas forcément eu la bonne idée d'en discuter, ce que j'aurais dû faire. Mais moi, j'étais plutôt parti dans une interprétation, vraiment dans une idée de on va raconter une histoire, et j'ai un perso un peu sérieux qui a eu un passé pseudo-tragique, machin. Bon, c'était un peu bateau, mais ça faisait le job. Et en fait, les autres joueurs autour de la table, ils étaient plus dans une interprétation un peu fun, un peu marrante, ce qui faisait que les actes de leurs personnages étaient parfois tellement débiles que moi ça me sortait du jeu et je me disais mais et puis pour mon personnage du coup ça avait plus de sens et dans ma façon d'interpréter le personnage ça n'avait plus de sens. Ouais, que si vous en aviez parlé. Si on avait, HRP, oui disons. c'est ça, si on s'était mis au point avant, ça m'aurait peut-être évité de me sentir pendant une grosse partie de la campagne un peu à part du coup parce que je me disais mais en fait j'interagis pas comme les autres quoi. C'était Ouais, assez- ouais. assez C'est ce qu'on appelle une erreur de casting. Ouais, C'est un peu ça, c'est ouais. vrai. Sympa, PL. Sympa. Ouais, sympa. Non, mais en tout cas, on était un peu là-dedans. Bon, j'ai l'impression de faire ma thérapie, du coup. En disant ça, mais- Bonjour Grim. Ah, Sur Salut. le divan. Alors j'ai interprété ce perso qui s'est fait bolos par tout le monde. non, à la fin, c'est lui qui bolossait tout le monde. Enfin bon, et du coup, on voulait en revenir APL, le plus BG des BG, même si c'est pas toi qui parles de BG. Ça n'a plus aucun sens. Oh là Non, là. mais je continue. On avait reporté un peu cette explication sur l'écart entre les intentions et l'interprétation. Du coup, quand on crée notre perso, on a effectivement des attentes et des projets pour ce petit gaillard qui, en fait, chaque joueur ou joueuse va vouloir construire sa légende, ce qui est un petit peu normal. Et en plus, ça peut être induit par l'écriture du background, la fameuse écriture. Et là, je prendrai un exemple qui est Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un univers... Ah là là, c'est un... Très beau. Ouais, non, mais c'est un univers, on va dire fantasy, dans lequel il y a 4 grands peuples qui sont représentés par les 4 éléments. Donc peuple de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Parmi ces peuples, il y en a un qui sème la tyrannie. Le seigneur Ozai, seigneur tyrannique de la nation du feu, va bannir son fils parce qu'il estime que c'est un faiblard. Et donc son fils Zuko va décider de traquer l'avatar pour retrouver son honneur perdu. Et en fait, justement, cette histoire qu'il a eue, cette histoire de bannissement et de juste de rejet de son propre père et de limite de sa nation entière, ça va le forcer, entre guillemets, ça va influencer son choix qui est de traquer l'avatar. Et en fait, ça va être une grosse partie de l'histoire et de son histoire personnelle, justement induite par l'écriture du personnage, par les créateurs de la série. Donc on a cet exemple-là, mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, Grim, un mec qui a un gros trouillard, il va pas se découvrir une soudaine force d'esprit qui le rendra courageux au point de tabasser un roi dragon à coup de gourdin, quoi. C'est pas possible. Pourtant, je pense que même si le personnage il a été réfléchi en détail pour qu'il soit consistant, c'est quand même le but, tout joueur aura l'envie de briller d'une façon ou d'une autre. Et cette envie-là, à un moment, elle va entrer en conflit avec la ligne de conduite. La fameuse ligne de conduite. Et à ce moment-là, j'ai une question qui me vient, c'est est-ce que dans les faits, on peut arriver à maintenir cette ligne de conduite, mais
est-ce qu'au final, si on le fait, ou peut-être un peu trop, avec beaucoup trop de zèle, ça va pas nous écarter de l'objectif qu'on avait quand on a écrit le background, quand on avait justement cette idée de faire briller notre personnage. Est-ce que ça va pas rentrer en conflit à un moment ? C'est compliqué. C'est une situation qui est pas facile parce qu'on est toujours dans un arbitrage, dans une forme d'arbitrage entre effectivement suivre son personnage et on va pas se mentir, il y a toujours un petit peu d'HRP. On aime bien évidemment, on aime bien qu'on note notre personnage, on aime bien avoir l'impression qu'il accomplit des choses. Pour autant, je pense que la réponse à ça, c'est vraiment une notion de feeling. Faut vraiment, ça paraît bateau dit comme ça, mais il faut suivre un peu le feeling du truc, quoi. C'est ça, c'est un peu un arrangement entre soi et sa conscience, quoi. Ouais. En fait, le background, c'est un peu notre conscience et finalement, ce qu'on joue, c'est un peu nous, quoi. Alors, on va en reparler tout à l'heure. Ouais, c'était pas, oui, Mais, c'était pas exact. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais oui. On a compris. Du coup, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure aussi, Mathias, c'est que ce qui est écrit, et c'est valable aussi pour les règles, c'est un guide en fait. C'est censé être un guide et une note d'intention. Exactement. Qu'on va finalement façonner nous-mêmes, puisque c'est nous qui écrivons cette fois-ci. Et donc suivre ces indications, ça permet d'être à l'aise et d'être cohérent au fil des sessions. Mais c'est un peu comme une recette de cuisine qui nous indique les ingrédients qu'on est censé mettre dans notre plat, quoi. C'est à nous de décider si on les respecte ou pas, en sachant que si on s'en détache, ça va forcément altérer le résultat attendu. Et l'objectif en question va peut-être changer ou ne pas être atteignable tout de suite par rapport au choix qu'on aura fait. Et donc, comme tu disais, il y a un peu de nous dans les personnages. Mais j'ai remarqué qu'il y a un écart quand même entre la réalité et le jeu qui se creuse, et c'est souvent de façon insidieuse. C'est-à-dire que c'est pas forcément le reflet de la mauvaise volonté des joueurs ou des joueuses, c'est simplement l'envie d'affirmer la personnalité de chacun, quoi. Chacune a envie d'affirmer sa personnalité, mais on oublie quand même que il s'agit pas de nous, c'est notre personnage. Et le personnage, si jamais tu es quelqu'un de très posé, très réfléchi, et que ton personnage c'est Toutka, la barbare édentée, forcément, si tu mets trop de toi là-dedans, il va y avoir un clash. C'est tout le défi, de toute façon, c'est qu'on joue des choses... c'est à la fois tout le potentiel et toute la difficulté, c'est de jouer des choses qui sont pas tout à fait nous, mais effectivement, quand c'est trop éloigné, il y a toujours un danger. Plus c'est éloigné de nous, plus c'est un danger. Et il y a parfois des personnages qu'on veut écrire ou qu'on pense au préalable, et qu'au moment de les interpréter, on se rend compte qu'on en est incapable. Donc encore une fois, nous, comme on est dans un délire un petit peu... pas de performance, j'aime pas le dire comme ça, mais de jeu au sens théâtral, c'est-à-dire qu'on incarne. Il y a des moments où on écrit des persos, tiens, je vais faire un type brillant, je sais pas moi, Ouais, c'est vrai que ça te correspond pas tellement. Waouh, c'était très gratuit. Voilà. Octogone direct. Ah, mais on attend que ça. Voilà. Et je ne parle pas de la convention jeu de rôle, je parle octogone. Avec les gants au point. C'est vrai que ça prête à confusion. Voilà. Non, mais ça peut être super compliqué. Entre la différence entre le projet et les capacités qu'on peut avoir à les réaliser, quelquefois le gouffre est énorme. Et on est obligé de corriger le tir en situation. Je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est vrai que finalement, c'est un défi qu'on se lance à soi-même si on décide d'aller dans cette voie-là. Et c'est pas forcément une erreur qui est cette différence-là. Ça permet d'apporter de la richesse à un stéréotype de personnage qui est déjoué depuis que le jeu de rôle existe. Mais du coup, c'est préférable de prendre du temps pour s'approprier la façon de penser qui correspond au personnage. Et en parlant de temps, c'est en amont, pendant l'écriture, de bien avoir conscience du fait que ce qu'on écrit va impliquer une façon de penser, une façon de parler, une façon d'agir. Bon, après aussi, on a l'avantage d'être dans quelque chose qui évolue en permanence, donc forcément, pendant les sessions, on va pouvoir mieux coller au personnage en question parce qu'on va expérimenter ce qu'il ou elle vit. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Et puis aussi, le moyen ultime pour bien être d'accord avec tout ce qui va se passer, c'est que entre les sessions, on peut se permettre de discuter avec les autres joueurs, avec le MJ, et d'avoir suffisamment de recul pour savoir si à un moment on était bien ou pas. Bon, après, il n'y a rien de parfait dans l'absolu, mais au moins de savoir si la cohérence est là, quoi. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que de parler pendant les sessions, on peut le faire, mais je pense que selon notre point de vue, c'est presque on doit le faire, en fait. C'est quand même assez important de discuter, même de l'interprétation de nos personnages et tout ça. Enfin, à partir du moment où on veut être dans une démarche, on va dire, un peu d'écriture sur du long terme, je pense que c'est important quand même d'avoir des discussions entre les sessions sur, même vis-à-vis du MJ et tout ça, vraiment de dire ce qu'on a pensé les uns les autres, toujours avec bienveillance. Le but, c'est pas d'enfoncer qui que ce soit. Oui, on est là pour jouer ensemble. Ouais. Et là, je vois dans les notes qu'on avait pris pour l'épisode, en fait, à un moment, Pierre-Luc, tu avais écrit « Apporter un regard nouveau sur l'expérience à venir, retrouver son caractère ingénu ». Ouais, alors, franchement,
On a lu ça, t'avais mis ça sur le plan, et puis comme t'étais en retard comme d'habitude, avec Grim, on était en train de lire, et on n'a jamais compris ce que t'avais fait. Non, moi je sais toujours pas ce que tu veux dire en fait. Tu prends ta revanche, c'est ça? Ah bah, c'est pas comme ça, mon petit pote. Ok. La gratuité, ça va dans les deux sens. Bah, alors, peut-être que vous avez une vie bien rangée avec des idées sur l'avenir, mais moi en tout cas, et ça m'arrive encore d'être un petit peu dans une idée de nostalgie et de découverte, ce qui fait que, en fait, le fameux caractère ingénu, j'en parle parce que je pense que c'est intéressant d'envisager chaque session comme une expérience nouvelle. Pour moi, c'est vraiment bien de se laisser emporter par les scénarios du MJ et d'accueillir chaque proposition sans a priori. Donc ce que j'aime bien faire dans certaines situations, dans certaines campagnes, ou en tout cas au début des campagnes, c'est d'imaginer que je suis fraîchement débarqué, un nouveau-né de 27 ans, qui vient d'apparaître dans un monde qu'il ne connaît pas. Et du coup, j'appréhende chaque situation avec ce fameux caractère ingénu, et je laisse le narrateur me guider tout en interagissant avec le monde qu'il me propose et en posant plein de questions. En fait, partir du principe que j'y connais rien, que même si j'ai déjà pratiqué le JDR avant, c'est juste que je suis face à un univers que quelqu'un me propose, un scénario qui va être forcément différent de celui que quelqu'un d'autre va me proposer. Donc c'est dommage de laisser mon expérience gâcher la surprise en fait de cette nouvelle proposition, de cette nouvelle vie qu'on a. Voilà, c'était ça l'idée du caractère ingénu. Ok, Dalai Lama, super. Oh là là. Bon, ça va peut-être un peu trop loin Mais sur ces insultes. Mais bon, je dis ça, Dalai Lama, c'est pas vraiment une insulte. Ça, c'est bizarre Sympa comme insulte. pour lui. Bah, ça va loin. Attends, le Népal, tout ça, c'est quand même perpète. Hein. Et puis franchement, si on devient blasé dans une activité qu'on est censé apprécier, c'est qu'on n'est plus trop à sa place dedans, quoi. T'as raison. Enfin, je pense qu'il y a... parfois, c'est juste la façon, comme tu le disais, Grim, c'est les attentes et la façon qu'on a de jouer ou d'imaginer la façon dont on va jouer qui clash avec les autres. Quand t'es trop sérieux avec des gens qui veulent faire que déconner, c'est un peu compliqué. Donc forcément, la meilleure solution, c'est d'en parler et de savoir si soit tu peux te permettre de te réadapter, ou en tout cas que tout le monde se mette sur un pied d'égalité, soit juste dire ok, moi j'attends pas trop ça de nos sessions, donc je vais peut-être arrêter là. Et puis ça veut pas dire qu'on va s'engueuler ou quoi, c'est juste ok, là maintenant à l'instant T c'est pas top, donc plutôt que de me faire chier et du coup par extension vous faire chier exactement, ouais. Autant arrêter là et puis on reprend sur autre chose qui correspondra à tout le monde finalement. Oui, c'est plutôt sain, je trouve. Voilà. C'est mieux. Après, d'autres fois, ce qu'on peut faire, c'est alterner entre PJ et MJ. Ça permet d'envisager les parties sous un autre angle et puis de retrouver d'une certaine manière de l'intérêt, quoi. Par exemple, j'ai fait une longue campagne sur Warhammer. Ça s'arrête jamais. On parle vraiment que de ça. Ouais, Warhammer Fantasy, c'est le premier gros jeu auquel j'ai joué. Et du coup, dans cette campagne, à la base, le groupe que j'ai intégré avait été MJisé par, je sais pas si ça se dit officiellement, mais on va le dire, et avait été MJisé par quelqu'un d'autre. Quand je suis arrivé, c'est un de mes potes qui a repris le flambeau, et au bout d'un an, ce pote-là a dit ok, non, j'aime bien faire le MJ, mais franchement, j'aimerais bien reprendre mon perso pour pouvoir, juste pour pouvoir jouer et m'amuser sans trop me casser la tête à écrire et ce genre de choses. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre du groupe qui a repris le flambeau et au final, ça s'est très bien passé et chacun y a trouvé vraiment son compte et a pu réapprécier les sessions en groupe avec ce groupe-là. C'était une bonne décision, c'est bien de la tenter. C'est pas toujours évident. Hein. Oui, ça peut ne pas être la solution qu'on cherche, mais en tout cas, je pense que ça peut en être une sympa. Et ça n'a pas été trop difficile de trouver quelqu'un pour reprendre le flambeau de MJ? Alors il s'est trouvé que un des joueurs qui faisait partie du groupe avait très envie de tenter sa chance et du coup... c'est bien, ça crée un arrangement un peu pour tout voilà, le monde. c'est ça. C'était vraiment le truc à l'amiable. Je te donne 10 balles, tu me rends 10 balles. Tout va bien. Et donc, je pense que aussi une autre façon de retrouver un peu le goût à tout ça, c'est de changer d'univers de jeu de temps en temps. Ou en tout cas de faire plusieurs campagnes dans des univers différents simultanément pour ne pas être en monotâche sur une seule chose. Ça permet un peu de se libérer de certains carcans qu'on a mis soi-même en place en fait. Avec tel jeu, on a cette ligne de conduite, ça peut un peu nous biaiser sur la façon de jouer
et ben on va tenter un autre truc autre part, quoi. Par exemple, si on en a marre de galérer face à des nuées de gobelins depuis 10 sessions parce que on a entrepris une campagne d'extermination dans un univers générique fantasy, Encore lui. et on peut laisser la folie nous gagner en faisant des investigations surnaturelles dans un one-shot Cthulhu Dark par exemple, ou devenir le super-héros le plus populaire de l'université en tweetant nos exploits dans le JDR Freak Ça peut être une idée aussi. Donc voilà, je pense vraiment que l'expérience qu'on a dans le jeu, elle doit pas nous le gâcher. Au contraire, on doit la mettre au service du jeu pour éviter notamment de tomber dans de sombres écueils dont on a parlé dans l'épisode sur le lore et sur les règles. Aller trop loin dans certaines choses ou être trop en retrait, ne pas s'exprimer, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à éviter au fur et à mesure, justement avec l'expérience. Aussi, juste le fait d'aider les autres joueurs ou un MJ moins expérimenté, ça peut être aussi une façon de mettre à profit son expérience, d'être force de proposition et pas d'imposition. Enfin, on a déjà l'état pour ça. Et puis... Waouh, c'était beau. Elle est bonne. Et du coup, voilà. Enfin, ce qui va se passer au fil du temps, c'est que les événements, ils vont avoir une prise sur le personnage. Le joueur, il va pas être le seul à faire évoluer son perso. Le MJ va y participer beaucoup aussi grâce à ses choix scénaristiques. Et donc, cette façon de grandir, elle va être importante à prendre en compte. C'est un peu comme le destin qui influe sur nos vies pour ceux et celles qui y croient. Sauf que là, il est barbu, il a un t-shirt de Dragon Ball Z et puis il essaie de prendre une grosse voix pour avoir l'air impressionnant. Waouh. Mais c'est Grimm, ça. Quoi? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai pas l'impression d'être très poilu, mais... ou alors mon chibi n'est vraiment pas très ressemblant. Et puis je finirai cette partie sur un petit peu les ouvertures qu'on a une fois qu'on est entre gros guillemets vétérans. Les possibilités, je pense qu'elles sont relativement infinies parce que au final, savoir, c'est pouvoir. Oh la vache. Waouh. Incroyable. From Dalai Lama to BHL. Formidable. Ah là par contre c'est vraiment méchant. Mais non. C'est pas grave, tout le monde a pris tarif aujourd'hui. Oui, je crois bien. Je ne me sens pas si mal. Bon, en tout cas, non, c'est bien, c'est vrai que oui, l'expérience, faut en faire profiter les autres en fait. C'est les plus beaux mots qui peuvent ressortir de tout ça. Bon, pour conclure un peu cet épisode, on a 4 grands points finalement à retenir sur le personnage joueur, selon nous. Donc déjà, sans écrire un pavé, c'est toujours bon d'avoir des pistes pour débloquer le background un minimum d'histoire du personnage en tout cas. Parce que plus le perso est pensé en amont, plus il a de chances de bien se tenir. Et je parle pas de se tenir droit comme un piquet. Hein. D'ailleurs, en parlant de personnages qui se tiennent droit, jouer un Aragorn, ça c'est le deuxième point. C'est pas à la portée de tout le monde. Faut quand même faire attention aux grands archétypes comme ça de personnages plus ou moins taciturnes ou alors du guerrier nain typique ou des choses comme ça. C'est pas des choses qui sont forcément évidentes à faire bien. Et il faut garder en mémoire que la gestuelle, c'est aussi une forme d'expression. Si on était tous figés, ça se sentirait très vite d'ailleurs et ça serait un peu monotone. Petite note, la gestuelle c'est un mode d'expression mais qui ne convient pas au podcast. Au moins personne ne voit qu'on enregistre tout nu. Mais ça donne un côté plus naturel. D'ailleurs, troisième je point... me sens bien là, perso. On est à l'aise. Troisième point, c'est qu'il y a toujours un peu de nous dans nos personnages. Faut jamais voir ça comme un problème, mais vraiment comme un appui. Faut juste faire attention à pas être juste nous-mêmes finalement. À pas être Alexandre Astier le paladin qui est finalement Alexandre Astier dans World of Warcraft. Et enfin, c'est un point, c'est vrai qu'on a pas trop abordé, mais il faut garder à l'esprit qu'il est jamais trop tard pour faire évoluer un personnage. On est entre nous, ça reste un jeu, et le perso peut changer en cours de route. Faut garder une certaine mesure, hein. Faut pas non plus que le perso il passe de très très gentil à très 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 méchant en 5 secondes. Mais ça se retravaille et je repense notamment à Félix, mon premier personnage de jeu de rôle, d'une campagne donc masterisée par Mathias. Et c'est vrai qu'au bout de 4 ans ou 5 ans, je crois, j'ai réécrit intégralement le background du personnage parce que mon façon de l'interpréter avait évolué aussi. Voilà, il y avait un reboot plutôt nécessaire là. Oui. Mais non, mais c'est vrai, on n'a pas forcément la même vision, ni tout le temps qu'on voudrait pour l'exploiter. Et puis justement par le fait que, comme c'était vraiment un perso de débutant, je fais une petite parenthèse, ouais. Il n'était pas trop caractérisé et pas trop incarné, ce qui t'a permis une réécriture intégrale. C'est ça, sans que ce soit choquant. Hein. Non, parce que ça se tenait, c'était quand même raccord avec son comportement depuis le début. C'est juste que là, au moins, on voyait son évolution et il était un peu mieux écrit. Donc ce n'est jamais trop tard, sauf quand le perso est mort. Là, c'est trop tard, oui, là, c'est un peu plus compliqué. Bon, vous avez vu l'heure ? Je crois que c'est l'heure des petits tips. Les tips.
Vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque. Et vous venez de tomber sur nos conseils, plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas ? Toujours. Carrément. Bon, et on commence par notre random type préféré. Alors, quels que soient les efforts mis dans votre personnage, il aura beau sauver la veuve et l'orphelin, dézinguer 3 dragonnets en un coup déperrouillé, ça restera toujours le dernier des débiles s'il coupe ses spaghettis. L'hérésie. Décidément. Ouais. Moi aussi, j'ai une petite hérésie dans mon pro-type. C'est qu'avoir un background, c'est bien, mais écrire 15 pages, c'est pas nécessaire, on en a parlé un peu plus haut, hein, mais si c'est pas ton délire d'écrire, t'es pas obligé d'en arriver là. Faut juste se poser les bonnes questions qui donnent envie au personnage. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Est-ce que j'ai subi un trauma ? Pourquoi est-ce que je suis cette bande d'énergumènes ? Qui m'a entouré dans ma vie ? Est-ce que je porte des claquettes chaussettes ? Oh là 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 là. Non, certainement pas. Ça peut arriver malheureusement. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'avoir quelque chose de romancé, c'est d'avoir les bons éléments. Ça peut faire 10 lignes, ça fera le job. Et quel est l'Andgris type du jour ? Les classes optimisées, c'est pas forcément les plus cool à jouer. Avoir des difficultés, ça rend quand même le jeu plus fun et plus intéressant. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours retourner dans votre cambrousse pourrie pour monter des chèvres. Bon, on n'est peut-être pas obligé d'aller dans la cambrousse pourrie, tout ça. Enfin, je sais pas si les Vous gens. pouvez le faire en ville, mais il y a moins souvent des chèvres. Bon, c'est nickel. On est bon ? Yes. C'est bon. Tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières, et PL pour le générique. Oh yeah. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à partager, liker, noter et surtout commenter. Ça nous fera super plaisir et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao!